Bienvenue à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Le ministre de la Justice en visite à Rebeuss, 72 heures après le drame qui a occasionné la mort de 2 détenus. Maître Malick Sall annonce l'ouverture de la prison de Sébikotane dans 2 mois. L'introduction de bracelets électroniques également annoncée pour bientôt à la place des emprisonnements tous azimuts. Et puis ce drame raconté par un témoin tout juste sorti de la prison de Rebeuss ce matin. Sous l'anonymat, il revient sur les circonstances de la mort de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye. C'est à suivre dans cette édition. Permis de conduire numérisé, le deadline initialement prévu pour le 3 septembre est prolongé jusqu'au 31 décembre prochain. Une information qui émane du directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gueye. Et puis DVF, c'est un quartier de Bombay en proie aux inondations. Les 87 mm de pluie tombés hier dans la localité ont mis à mal le système d'assainissement. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette information à propos des permis de conduire numérisés. Le deadline initialement prévu pour le 3 septembre est prolongé jusqu'au 31 décembre prochain. C'est une annonce du directeur des transports routiers et le but est de permettre aux conducteurs de pouvoir disposer des nouveaux permis. Vous l'annoncez donc dans les titres de cette édition. Le ministre de la Justice regrette le drame de Rebeuss avec la mort de 2 détenus. Maître Malick Sall, qui était en visite sur les lieux ce matin, en a profité pour annoncer l'ouverture de la prison de Sébikotane dans 2 mois. Compte rendu signé Cheikh Diop et Ababacar Camara. Le garde des Sceaux à Rebeuss, pour s'enquérir de la situation après la mort par électrocution de 2 détenus. À sa sortie, Maître Malick Sall exprime ses regrets. Ils ont subi un certain traumatisme de ce qui s'est passé la dernière fois et qui a entraîné la mort de 2 de leurs co-détenus. Donc sur les instructions du chef d'État, donc je suis venu pour ça. Je suis venu d'abord pour rassurer les détenus, pour leur faire comprendre que nous sommes totalement conscients, entièrement conscients de la difficulté dans laquelle ils vivent. La chambre 11 où s'est déroulé le double drame et la cellule 9 seront rénovées d'après le ministre de la Justice qui ne compte pas s'arrêter là. J'ai tenu ici à aller voir ce qu'on appelle la chambre la plus difficile. Et là également, j'ai été frappé par la dignité de ceux qui sont dedans. Ils vivent des conditions extrêmement difficiles. Mais ils ont juste exposé des problèmes matériels. Pour l'essentiel, ils ont demandé à ce qu'on fasse attention aux installations électriques. Évidemment, parce que ce qu'ils ont vécu dans la salle 11, ils ont peur de ce que ça se renouvelle ailleurs. Effectivement, ils ont besoin de matelas. Et le directeur a immédiatement répondu qu'il était justement en train de recevoir des livraisons de matelas. Ils ont même applaudi. Ça nous a surpris. Ils ont applaudi les gardes pénitentiaires qui nous avaient accompagnés à l'intérieur de cette cellule-là, de cette chambre-là. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, tant décriée, Maître Malick Sall annonce l'ouverture de la prison de Sébikotane dans quelques semaines. La prison de Sébikotane va bientôt ouvrir. Et je vous demanderai tous d'aller la visiter quand elle sera ouverte. D'ici 2 mois. D'ici 2 mois. Inch'Allah, d'ici 2 mois, elle sera opérationnelle. Avant sa visite à la maison d'arrêt de Rebeuss, le ministre de la Justice s'est rendu à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec pour assister à la levée du corps de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané. Nous restons avec le ministre de la Justice qui annonce l'introduction de bracelets électroniques pour bientôt, une manière de promouvoir des sanctions alternatives à la place des emprisonnements tous azimuts. Maître Malick Sall soutient que le service juridique est en train de s'y atteler. Nous l'écoutons. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité de mettre des bracelets électroniques. Mais nous avons notre cellule juridique qui est en train de travailler, parce que vous savez, pour faire ça, il faut quand même modifier les dispositions du code pénal pour que le code l'autorise. Nous sommes en train de travailler ça. Je crois que nous avons même bouclé, la cellule a même bouclé ce travail-là.
Mais il va falloir que ça passe devant l'Assemblée nationale pour qu'effectivement ça rentre dans le corpus judiciaire au Sénégal. Et à partir de ce moment-là, je vous assure que les bracelets électroniques seront effectivement introduits et ça permettra effectivement d'éviter à certaines personnes d'aller en prison. Et puis après ce drame de Rebeuss, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté s'engage à apporter sa pierre à l'édifice pour tirer cette affaire au clair. Une équipe a été constituée pour mener une enquête sur les faits allégués. Le président de l'ONLP l'a fait savoir à travers un communiqué résumé ici par Maguette Gaye. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté s'est autosaisi suite au décès de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané. L'ONLP, à travers un communiqué, se dit déterminé à apporter sa contribution pour élucider ce double drame. C'est pourquoi la présidente Josette Marceline Lopez Ndiaye a dépêché hier une équipe d'observateurs délégués permanents à la maison d'arrêt de Rebeuss. Cette équipe aura pour mission de constater et d'ouvrir une enquête sur les faits allégués. Selon le communiqué, l'équipe d'observateurs est composée d'un inspecteur d'administration pénitentiaire à la retraite, d'un commissaire divisionnaire de la police à la retraite, d'un colonel de gendarmerie à la retraite et d'un expert en droit de l'homme. Tous auront pour mission de dresser un rapport qui sera envoyé aux autorités compétentes. Pour rappel, Cheikh Ndiaye et Babacar Mané ont perdu leur vie mardi dernier suite à un incident à la chambre 11 de la prison de Rebeuss. Après examen, l'autopsie a révélé que les deux jeunes sont morts suite à des brûlures électriques à l'épaule et au cerveau. L'enquête judiciaire est toujours en cours. Parallèlement, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté continue ses auditions. Ce vendredi 30 août, les gardes pénitentiaires qui étaient préposés à la sécurité de la chambre 11 le jour du drame seront entendus par les observateurs. Maguette Gaye, ce témoignage émouvant d'un ancien détenu sorti ce matin de la prison de Rebeuss est témoin de l'événement tragique de la chambre 11. Il y purgeait une peine d'1 mois sous l'anonymat. Il raconte les faits dans cette chambre qui ont conduit à la mort de Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, avec qui il avait dénoué des relations. Une électrocution à l'origine du drame. Le jeune homme en a profité pour dénoncer les conditions de détention. Il s'est confié à nos reporters Al-Hassan Ba et Gervais Yao. Parce que tout le monde avait dormi, c'était vers minuit comme ça. Tout le monde était... La tragédie a eu lieu devant lui, dans la chambre 11 de la prison de Rebeuss, où il purgeait une peine d'1 mois. Fraîchement sorti de prison, au moment des faits, il était presque 0 heure, nous confie-t-il. Eux, ils étaient à côté des fers, parce qu'ils dormaient sous les dambolos. Parce que les dambolos, c'est pour les flagrants délits. Tu vois? Parce que eux, en fer, tout ça c'est en fer. Mais en bas, c'est des carreaux comme ça, pour les mineurs, on nous a mélangé homogène comme ça, tout ça. Celui que tu touches, il va te masser. Il y avait très de force. Tu ne peux pas sortir, c'est très coincé. Les gens crient, il fait chaud. Tu vois, les gens te frappent, te blessent, il y avait des blessures parce qu'ils se frappaient. La masse électrique sème la panique, bousculade sauf qui peut. Le jeune homme décrit une scène inimaginable. Ils étaient obligés d'alerter avec des bols les gardes pénitentiaires pour les secourir. Mais les gens, c'est le courant qui les fait réveiller, ils courent gauche-droite. Celui qui touche, il t'insulte, il te frappe, tu vois. Une bousculade dans la chambre. Voilà, une bousculade. Les jeunes crient, pleurent. Ouais, c'est moi qui ai commencé. Ils ont crié, ouais, ils ont pleuré, ils ont vu que les gens sont en train de finir comme ça parce qu'ils ne peuvent pas les sauver. Ils sont en train de pleurer, les gardes d'enfants qui viennent. Bon, tu vois, c'était trop tard parce que tu vois, les gens ils sont montés dans les toilettes, les gens courent gauche-droite. Il y avait l'eau qui versait, l'eau où qu'on lave. Parce que si tu fais, c'est du rang. Il y a des rangs, celui qui est ancien, celui qui va premier se laver. Wow. C'était du rang quoi. Il faut ta maman ou ta papa t'envoie des 10 litres d'eau crème pour que tu te laves ou bien tu bois quoi. L'eau qui est là-bas, c'est pas tellement... La bague sur son doigt lui est offerte par le défunt Cheikh Ndiaye, avec qui il a noué des relations de fraternité en prison. On a pris quelques gens dans cette chambre pour les faire sortir parce que les pénitentiaires, ils ne venaient pas pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Les jeunes de la même chambre 11 qui ont pris l'engagement pour les faire sortir. Quand ils ont fait sortir avec les pénitentiaires, ils sont venus pour aider. Mais ils étaient déjà sortis quoi. Au lieu, les pénitentiaires nous guident, on amène directement l'infirmier. Ils ont posé pour regarder est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'il y a quoi. Alors qu'ils sont déjà partis. Il était mort quoi, parce qu'il y avait des choses qui sortaient dans ses bouches.
Parce que même les bouches s'étaient tournées, quoi, parce qu'il avait fermé la bouche. Le courant, quand ça fait, il ne faut pas fermer la bouche, il faut ouvrir. Il a cassé les dents, quoi. Ils ont fait courageux, quoi. L'autre, quoi, celui qui m'a donné les bracelets. Parce qu'il était tellement collé avec lui, le courant, il a touché l'autre. Avec l'autre, comme il était collé, il a suivi l'autre, quoi. Bon, il n'y avait pas de moyen pour sauver, il n'y avait que le moyen de secours. J'ai frappé les bols, j'ai fait comme maximum, j'ai fait le maximum, quoi, parce que j'ai fait de secours, j'ai frappé, oui. J'ai frappé, j'ai crié, j'ai pleuré, les gens, moi, lol, parce que c'était mon ami. Conditions difficiles de détention, surpeuplement, le jeune homme n'oubliera jamais son séjour à Rebeuss, ainsi que son ami Cheikh Ndiaye, décédé devant lui en prison. Autre aspect de l'actualité, le rassemblement des ex-travailleurs de PCCI dispersés par les forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de quelques manifestants, parmi eux le leader de France Dégage, Guy Marius Sagna, et ces travailleurs réclament toujours leurs 14 mois d'arriérés de salaire. L'un de Mohamedou Korka Diallo en parle au micro de Diariet Ofal. Ce que nous demandons aujourd'hui, qu'on exige qu'on libère nos camarades. Surtout nos camarades de France Dégage. C'est des gens épris de justice. On a arrêté Guy Marius Sagna, et on a arrêté Malik Biaï et on a arrêté Daouda Togola qui est un technicien, au niveau de PCI et deux autres femmes. On avait déposé une demande d'autorisation le lundi. C'est-à-dire qu'on a informé le préfet. Hier, la secrétaire a appelé un de nos membres pour lui dire que c'est autorisé. Maintenant, nous, on ne va pas, on est venu pour manifester notre droit. On a entamé une bataille juridique avec PCCI et on a gagné les procès. Aujourd'hui, le juge nous a donné une ordonnance pour récupérer notre argent. Il se trouve que Orange, la Sonatel, c'est-à-dire c'est le bailleur de PCCI. Et on est venu remettre cette ordonnance à Orange. Et c'est que Orange refuse d'exécuter. Ce qu'on demande à la Sonatel, c'est de s'aligner à la décision de justice. Nous parlons éducation à présent. Une crise plane sur l'année scolaire à venir et l'UDEN-R présage le pire car selon ces syndicalistes, l'État doit arrêter de faire dans le dilatoire avec certains défenseurs des intérêts des enseignants. Les propos de Ardofal recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Je crois que si on devait lancer un appel, ce serait en tout cas d'appeler les gens à être plus sérieux, à être plus responsables. Parce qu'en tout cas, ce qu'on constate, oui, c'est le dilatoire. Le dilatoire, se retrouver des fois dans des salons feutrés, aller à Sali ou aller ailleurs. Mais en réalité, les problèmes ne sont pas réglés. Il y a toujours les problèmes qui demeurent. Les mêmes problèmes reviennent. Il y a le problème des validations, le problème des intégrations, des reclassements, des rappels, des DMC, de l'habitat. Ce sont les mêmes problèmes qui sont toujours posés. Donc je crois qu'il faut véritablement que d'une façon très sérieuse, que les gens réfléchissent et trouvent des solutions aux problèmes. Et pour trouver des solutions à ces problèmes, je crois que les gens doivent pouvoir accepter de se retrouver et de se parler les yeux dans les yeux. Je crois que c'est ça ce qui est important. Pendant ce temps, le ministre de l'Éducation nationale annonce que le dialogue avec les syndicats va démarrer à partir du mois de septembre prochain. Mamadou Talla estime que le chef de l'État a choisi une personnalité pour conduire ces discussions afin d'évaluer les accords. Nous l'écoutons au micro d'Abdourahmane Diallo. Nous avons des défis immenses. Cette année, beaucoup ont parlé des résultats scolaires au niveau du baccalauréat, au niveau du BFM, au niveau du CFE. Ça nous interpelle en tant qu'enseignants. Et alors pour réussir donc, pour avoir des résultats extrêmement importants, ce que fait, on est obligé en tout cas de travailler dans ces conditions. Ça c'est une première partie de rencontre. Il y en aura également d'autres séminaires. Tout le mois de septembre, nous sommes là en train de préparer pour que ce concept qu'on dit Ubitei, Djangetei, nous pouvons réaliser dans la majeure partie en tout cas de nos écoles. Depuis 2014, nous avons en tout cas dans le cadre de ce dialogue plusieurs ministères qui étaient intéressés, qui étaient directement impliqués. Le travail, l'habitat, l'éducation nationale, etc., finance, tous les ministères. Et le Premier ministre assurait le monitoring. Et depuis qu'il y a eu le Premier ministre, depuis qu'il n'y a plus de Premier ministre, nous n'avions pas, en tout cas, la désignation n'avait pas été faite. Que maintenant, à l'instant, en tout cas, où je vous parle, je vous dis que maintenant, nous avons quelqu'un qui va gérer ce monitoring et ça nous permettra d'aller plus vite. Nous parlons à présent de cette opération de déguerpissement au marché Baraka de Liberté 6. Plusieurs cantines et magasins détruits par la mairie. Entre colères et désespoir, les commerçants disent avoir été informés 11 jours auparavant. Une information récusée par le délégué du marché qui soutient que ces commerçants avaient été prévenus depuis novembre dernier. Un reportage signé sur place Koumba Amatlo et Gervais Yao.
Ce sont des commerçants désespérés et très en colère que nous avons trouvés au marché Baraka de Liberté 6. Une colère qui fait suite à une opération de déguerpissement menée par la mairie. C'est ce mercredi que nous avons reçu une sommation nous stipulant que nous devons déguerpir des lieux. Ils nous avaient promis de nous recaser. Ils l'ont certes fait, mais c'est des magasins qui ne nous arrangent pas du tout. Des cantines, tentes et magasins ont tous été détruits par des bulldozers, occasionnant selon eux la perte de plusieurs millions. Les bulldozers ont détruit tous nos biens. Nous avons perdu énormément d'argent. Moi qui vous parle, beaucoup de mes sacs de riz sont exposés à l'air libre avec le temps qu'il fait. Une thèse battue en brèche par le délégué du marché qui soutient que les commerçants avaient été avertis à temps. Je suis l'intermédiaire entre la mairie et les commerçants. Je les informe à temps de toutes les décisions prises par la mairie. Ils ont été avertis depuis novembre. Ils avaient largement le temps. La mairie les a également recasés. Nous n'y pouvons rien si ça ne les arrange pas. Pour l'heure, les commerçants ont cessé toute activité en attendant de trouver une solution. Bombay submergé par des eaux de pluie après la nuit d'hier avec ces 87 mm de pluie qui ont arrosé la localité. Le quartier DVF qui n'a jamais bénéficié de système d'assainissement, on en fait les frais. Constat dans cette correspondance signée Babacar Diouf. Le décor est unique. Des flaques d'eau qui s'étendent à perte de vue, des populations qui font des détours pour se rejoindre leur lieu de fréquentation. Une situation beaucoup plus ressentie par les habitants du quartier DVF. Donc il nous manque un assainissement. Bombay, on a investi des millions pour lutter contre les inondations. Mais nous, au niveau de DV Ouest, Diamaguène DV Ouest, nous n'avons pas bénéficié de cet assainissement. Et jusqu'à présent, nous continuons à investir pour au moins trouver du sable à gauche, trouver à droite des gravats. Et tout ça nous lâche. Même ceux qui ont bénéficié du système d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas épargnés. Nous n'attendons qu'une solution durable. Cette situation est récurrente. Plus de 10 ans durant, nous vivons le même calvaire à chaque hivernage et aucune solution n'est envisagée. Vous savez, ceux qui habitent derrière nous sont les plus touchés puisque leurs chambres sont inondées. Nous n'avons pas fermé l'œil toute la nuit, en plus des eaux. Et puis, nous avons souffert des moustiques. Le préfet de Bombay, conscient du danger, a déjà pris les mesures. En tous les cas, d'autres précipitations plongeraient Bombay dans une situation d'inondation. Parlons économie à présent avec la commande publique évaluée à près de 2000 milliards par an. Mais le constat est amer. Les professionnels des médias peinent à accéder à l'information financière et économique. L'ONG 3D a formé des journalistes à mieux comprendre le processus de passation des marchés publics en collaboration avec l'ARMP. Compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Baye. Des journalistes à l'école des marchés publics. Cet exercice permet de mieux outiller les professionnels des médias, leur faciliter l'accès à l'information. Il y a une problématique qui est là, c'est la question de la commande publique qui est estimée à 2000 milliards par an. Donc c'est une masse financière énorme. Et nous avons pensé que les journalistes devraient pouvoir être mis à niveau sur ces questions, sur comment ils doivent traiter ces questions avec efficacité. C'est pourquoi nous avons noué ce partenariat avec l'ARMP et une autre institution appelée Gateway pour servir de relais de la vulgarisation de l'information sur la commande publique. Nous avons pensé que en tant qu'organisation de la société civile, nous devons pouvoir établir des ponts, des passerelles entre les organes de contrôle, les institutions de la République et la société civile dans sa diversité. Et la presse joue un rôle prépondérant en ce qui concerne la promotion de l'information. Après cette session de formation,
Il est prévu la création d'un réseau de journalistes spécialisés. C'est quand même permettre aux journalistes d'avoir des éléments d'analyse et de réflexion sur la bonne gouvernance économique. Et nous sommes au cœur de l'information financière qui est également une préoccupation pour nous, journalistes. Nous devons de plus en plus aller au-delà des spéculations politiques, aller vers une information financière et économique et porter l'information au public pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire dans ces domaines, dans ces secteurs qui sont des secteurs vitaux pour le développement de notre pays. Avec cette plateforme, la transparence budgétaire sera possible, le contrôle citoyen également. Et puis, suite aux accusations sur l'attribution du jugement de fer de la Falémé au Turc Tosyalı, le ministre des Mines et le directeur de l'APIX ont tour à tour fait des sorties pour démentir le leader de PASTEF. Une forme de communication qui ne favorise pas du tout la transparence dans la gestion des affaires de la cité, de l'avis de Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur au CESTI, qui soutient que l'État doit privilégier l'information au détriment de la réaction. Il a rencontré nos reporters Maguette Gueye et Pape Sangoné Mbaye. Tout le monde sait qu'en communication, il y a deux aspects. Soit vous êtes l'initiateur du processus de communication et dans ce sens-là, vous êtes en situation d'envoyer un message et les autres vont réagir par rapport à votre message. Et si vous attendez maintenant, et c'est le deuxième niveau, que quelqu'un d'autre ou une autre organisation envoie un message à l'opinion pour répondre, vous êtes dans ce qu'on appelle la réaction. Et la réaction souvent dénote, en tout cas montre un certain retard par rapport à la communication. Pourquoi l'État n'a pas donné ces informations dont il disposait? Pourquoi ils ont attendu qu'un homme politique fasse ces accusations-là, donne cette information-là pour qu'en arrière, pour derrière... Le reportage du jour à présent, mobiliser l'épargne à petite échelle, un projet pilote de la Banque mondiale en banlieue dakaroise. Chaque rue a sa tontine, mais non sans problème, qui finit souvent au tribunal pour non-respect d'un engagement ou détournement. Sujet signé Salif Sow et Asmalik Diop. Ndeye Binta Thioune, gargotière, cotise régulièrement depuis 5 ans. Chaque année, elle récupère ses 300 000 francs CFA bien gardés. La tontine de son quartier lui permet, dit-elle, d'économiser de l'argent. Comme ñun ni ñuy jaayaatoo nii mënoo koo denc parce que da nga koy jaayaat li ci des nga def ko ci kër gi li ci des nga dugal ko ci natt bi journée bi wala juróomi fan yi li nga ci am nga dugal lenn li dugg na ci kër gi lenn li nga denc ko muy natt at ba at. Ce qui n'arrive pas toujours. Parfois, les membres d'une même tontine soldent leur compte à la police, des fois même devant le juge au tribunal. Cela arrive quand l'argent tombe entre de mauvaises mains. ñoo xam dañuy yor ay natt ñii di teggi duñu fay ñii di teggi di dem wala ñu am ay histoire wala ñu dem ay police lu daal mu ngi ci daal natt yi moom loo yaakaar mi ngi ci. dañuy am discussion parce que fa nga gis par exemple yi koo xam ne day leb ay 100 000 ay nangam bëgg a ñëw ba koo fay du ko mën a fay xam nga pensaay loolu tamit ci kii daal ci discussion kii bi daal lay bokk pensaay dañuy am problème boobu. Pour plus de sécurité, de transparence et une bonne inclusion financière, la digitalisation de la tontine reste la solution la meilleure aux yeux des experts. Pour éviter le système traditionnel qu'ils avaient, avec tous les risques que cela comportait, le risque de se déplacer à l'argent, de transporter et de le garder à la maison. On a pensé qu'il fallait leur donner la possibilité de créer un cadre sécurisé, formel, n'est-ce pas, de gestion de la tontine. C'est une tontine moderne maintenant, qui est digitalisée, qui permet à nos clients membres de ces groupements de faire des cotisations via leur téléphone mobile. Donc la cotisation se fera par le téléphone, versée dans une plateforme sécurisée et transmise et gardée dans un compte d'épargne. Ce système de tontine moderne est le fruit du projet Mobiliser l'épargne à petite échelle. Ainsi, la Banque mondiale dit tenir à l'économie solidaire. La phase pilote a coûté 750 millions de francs CFA. La BM veut faire enrôler plus de 50 000 membres avant 2020. Merci à vous, Salif Sow. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, retourne l'antenne à Aram Touré pour la suite de Soir d'info. L'antenne à vous, Aram. Merci bien, cher